Alors, ce soir, nous allons continuer à avancer à partir d'une certaine approche, on pourrait dire, de ce qui est en jeu dans, on appelle ça l'histoire, mais quand même, c'est pas l'histoire au sens habituel, puisque on pourrait dire que ce que l'on essaie de faire, c'est en quelque sorte un tableau composite avec des personnages qui sont de différents, on va dire, de différentes périodes. Alors, nous en avons déjà parlé. Ce qui est à l'origine de l'opéra, c'est ce qui se passe à la fin du XVIe, début du XVIIe, notamment dans cette... il y a bien sûr le TAS avant, qui est un peu en avant, on en parlera peut-être un peu, mais c'est essentiellement l'apparition dans cette camerata du comte Bardi, l'apparition à certains moments de l'Orphée de Péry. Et à partir de là est mise en évidence, bien sûr, l'importance de la voix. Ce qu'il faut remarquer, c'est que l'opéra ne vient pas à la suite de besoins musicaux particuliers. Hein, c'est à la fin de la Renaissance, c'est-à-dire on ressort en quelque sorte les antiquités gréco-latines, et puis on les utilise pour faire passer un certain courant. À la fin de ce courant, de la Renaissance, va apparaître, en même temps que va se développer, que vont se développer les Lumières, que va se développer la pensée scientifique, va donc apparaître cette question de l'opéra. Alors, ce que je voulais faire apparaître sur le tableau, c'est qu'en même temps, quelques années près, nous sommes en France, au moment où Descartes, qui a lancé la question du cogito, ergo sum, j'en ai parlé il y a un peu plus d'1 an à l'UNESCO dans un exposé intitulé Le droit du féminin. À ce moment-là, donc 1919, Descartes écrit une note à son maître, Beckmann, qui bien sûr va être interprétée de différentes façons selon ceux qui vont la lire. Cette note est la suivante: sur le point de monter sur la scène du monde, je m'avance masqué. En latin, ça se dit larvatus prodeo. On a beaucoup parlé de ça. On a même décomposé prodeo en 2 mots pour montrer l'importance du savoir de Descartes, et notamment de sa position, et notamment du savoir de cette école qui était la sienne, qui était celle des Jésuites. Et on a pu relever aussi bien une juxtaposition qu'une séparation entre la dimension, on va dire, de la théologie et de la philosophie. Quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est de repérer donc 1600, 1619, parce que bien sûr, c'est de ça dont il s'agit. L'opéra, ça va être quand je m'avance sur la scène du monde, au moment où je m'avance sur la scène du monde, au moment de monter sur la scène du monde, je m'avance masqué. Alors, c'est intéressant parce que Larvatus, c'est même aussi ensorcelé. C'est intéressant parce que là, évidemment, on a pensé à toutes sortes de choses, et notamment au masque le plus
plus évident qu'est le masque de sphère. Mais ce qui est important de remarquer, comme si on prend cette phrase d'une certaine façon, en dehors du discours habituel, de la pensée, de la compréhension, d'un discours associatif où on rapproche des éléments pour un peu mieux comprendre les choses, ce qui est important de penser, c'est que, prodéo, peut-être, après tout, pourquoi pas, hein, mais c'est la dimension de l'autre, bien sûr, et il importerait de préciser un peu ce que c'est ce savoir de l'autre, et notamment le fait que ce que pouvait dire un certain nombre de personnes hein, par rapport à Dieu, et ce qui fait que les chrétiens, notamment les catholiques, ont bercé, ont fait dégouliner de Dieu des déluges d'amour. Comme si Dieu, en quelque sorte, ça c'est ce que soutenait Empédocle, ne pouvait pas connaître la haine. Et ce que Lacan ajoute, s'il ne pouvait pas connaître la haine, il ne pouvait pas connaître l'amour non plus. Donc il y a quelque chose là, d'emblée qui est posé par rapport à ça, et ce qui n'est habituellement évidemment pas dit, et ça pose effectivement toutes sortes de questions, donc que je vais laisser de côté, ce prodéo, en un seul mot, en deux mots. Ce qui est peut-être plus important, effectivement, bien sûr qu'il s'agit de prodéo, de processus d'avancée, hein, mais ce qui est sans doute le plus important, c'est la dimension de cette question de larvatus, qui pose la question effectivement masquée. Et l'opéra, on pourrait dire que par définition, hein, c'est effectivement, il s'agit bien de présenter quelque chose de l'ordre d'un déguisement. C'est même tellement vrai qu'il y a eu dans un certain nombre d'opéras le déguisement en lui-même. Il en résulte donc qu'on peut mettre en relation cette articulation, sans que, bien sûr, demander à Descartes d'en assumer la responsabilité, entre ce qui est en train de se passer, ce qui va se développer en Italie, du côté de l'opéra, de Monteverdi, je ne reviens pas là-dessus, et ce qui se développe dans le discours scientifique, et ça nous pose la question, discours, hein, je parle bien, je ne parle pas de la pensée scientifique, et ça nous pose la question de ce que vient masquer le discours scientifique. On pourrait dire qu'il faudra, bien sûr, l'opéra va se développer, on en a déjà parlé, hein, va apparaître avec Monteverdi, avec Gluck, l'opéra seria, avec l'apparition des grands airs, hein, avec l'apparition de la voix ornée, de l'ornement de la voix, des arias, qui sont notamment chantés pendant tout un temps par des castrats, ça pour la question du déguisement, quelque chose de particulier. Et il faudra pratiquement aller jusqu'à Offenbach pour que justement ce déguisement soit lui-même déguisé. Il y a quelque chose comme ça qui se développe. Alors, l'opéra seria, puis ensuite quelque chose qui va faire repartir l'opéra autrement, qui est l'opéra buffa, l'opéra bouffe. Et puis, on arrive au XIXe siècle, et dans cette période du XIXe siècle, progressivement, la dimension de cette période romantique va glisser au niveau du théâtre, au niveau de la littérature, mais aussi au niveau de l'opéra, vers la peinture, c'est la question du naturalisme, par exemple, mais vers la question de ce qui va apparaître en Italie du côté du vérisme, c'est-à-dire du côté de, on va dire, la vie quotidienne. Et Verdi, il n'y a pas que Verdi, mais enfin Verdi, bien sûr, c'est Rossini qui est à la fois en Italie et en France, et en même temps, vous savez tout ce qui se passe aussi en Allemagne, hein, notamment avec Weber, et puis Wagner ensuite. Et puis va apparaître donc par le biais de Verdi quelque chose de particulier qui est la promotion de la voix à un certain niveau. Alors, ce que je voudrais
peut continuer à développer ce soir, c'est qu'est-ce que c'est? C'est vraiment au 19e siècle, on peut dire que c'est la scène du monde, puisque c'est la vie quotidienne. Pensez par exemple à un opéra comme, je pense à Puccini, c'est-à-dire à la Bohème, hein, on est tout à fait dans la réalité de la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'apparaît quelque chose qui n'est pas seulement une intrigue. Les figures mythologiques, évidemment, ne sont plus de mythes, hein, bien sûr, mais va apparaître la dimension dramatique. Et cette dimension dramatique, elle n'est pas dans le récit en lui-même, parce que le récit, c'est un peu toujours pareil, c'est beaucoup plus dans quoi? Ben dans cette articulation entre, bien sûr, ce qui est en jeu, c'est-à-dire du côté de l'intrigue, mais aussi du côté de la musique et du côté de la voix. Et j'irais même jusqu'à dire que la voix en elle-même transmet cette dimension dramatique. Et d'ailleurs, on n'est plus dans la distinction opéra seria, opéra buffa, on n'est plus du tout là. On est dans autre chose qui est, parce que même dans des opéras du 19e, si on prend par exemple Tosca, il y a très peu de grands airs dans Tosca. Il y a deux grands airs. Il y a un air qui est chanté par Tosca au deuxième acte, et puis un autre qui est chanté par le ténor au troisième acte, et le L'Uccellone delle Stelle, ce qui fait que les deux durent 5 minutes sur la totalité de l'opéra. Hein. Donc on est dans le fait qu'une histoire se développe, bien sûr, mais elle est présentifiée, dans cette histoire, bien sûr par l'orchestre, bien sûr, mais aussi et surtout, enfin c'est ce que je voudrais développer, par la voix humaine, quelque chose qui est le drame. C'est-à-dire que on est bien sur le moment où il s'agit de monter sur la scène du monde. Hein. Je m'avance masqué, mais non sans transmettre que, bien sûr, c'est pas du tout quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qui peut s'entendre. Or, c'est là l'articulation. Est-ce que ça n'est pas quelque chose du même ordre qui est présent dans la voix de celui qui parle, et notamment dans la voix de celui qui parle sur le divan, dans cette relation particulière, qui est une relation de discours, qui se fait à deux. Hein. Un discours analytique, c'est un lien social à deux, hein, où l'un parle comme il peut, de ce qu'il peut, en associant, en essayant de dire ce qui vient, en sachant justement, ça ne va pas être simple du tout. Hein. Et puis, dans le fait de quelque chose qui, comme quand on chante, notamment dans le chant lyrique, lorsque je chante, évidemment, je n'entends pas ce que je chante, c'est l'auditeur qui entend. Qu'est-ce que j'entends? Ça, j'entends quoi? Ben, j'entends ce qui m'est réfléchi par les murs, par ce qui me revient. Je n'entends pas, on va dire, la voix déjà sur le plan sonore, sur le plan des vibrations acoustiques, ça c'est une chose. Et puis alors, il y a autre chose qui est la voix comme objet, cause du désir, objectita, qui n'est pas du tout le sonore. C'est autre chose. Vous voyez que cette voix, on parle avec on va en parler Lacan, dans le cas de la pulsion Lacan, ça n'est pas du tout une voix qui s'entend, on va dire, on va rajouter acoustiquement, c'est-à-dire avec les oreilles. C'est autre chose. Et c'est l'énigme de cette autre chose. Et on peut penser que dans cette présentification du drame, tel qu'il apparaît, tel qu'il nous est transmis, il y a ce quelque chose d'insaisissable, c'est-à-dire que ça n'a aucun être, c'est ça l'objectif, hein, c'est quelque chose qui est présent comme vide dans toute demande, c'est pour ça que c'est l'objet cause du désir, hein. C'est quelque chose que Lacan va rapprocher, bien sûr, de la métonymie, hein. Donc
donc c'est quelque chose qui a à voir avec le langage, et c'est parce que nous sommes fils du langage que ce quelque chose advient, et du coup, c'est quelque chose qui nous pose la question de cet insaisissable qui est l'inconscient structuré comme un langage. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose là qui se dit, alors on pourrait dire qu'il se dévoile en se revoilant. Enfin, je trouve que c'est bien d'imaginariser les choses. Comme ça on comprend un peu quelque chose. Je pense que c'est plus compliqué que ça, parce que ça touche à quelque chose qui est de l'ordre de l'infini, de l'infinitude, et qu'on ne peut pas saisir, et c'est quelque chose qui s'entend. C'est pas quelque chose qui se pense, qui se comprend, c'est quelque chose qui s'entend, et c'est ça la signifiance. La signifiance, c'est quelque chose qui s'entend. Le signifier, c'est un effet de la signifiance. C'est une lecture de la signifiance. C'est pas quelque chose qui s'entend. Donc vous voyez qu'on est là d'emblée dans des champs, c'est le cas de le dire, dans des champs qui sont très proches et qui posent la question de ce qui est au cœur du discours analytique. Hein. J'insiste bien, c'est le discours, c'est-à-dire que ce dont j'essaie de parler, la suite de Lacan, c'est des faits de discours, ce n'est pas des données, ce n'est pas des connaissances dites psychanalytiques. Pourquoi ? Parce que dès qu'on est dans le champ de la connaissance, ça va être ce dont on va partir Descartes. Il y a ce qui est caché et puis il y a ce qui est révélé. Hein, c'est la connaissance. Hein. Eh bien, qu'est-ce qui est occulté si on prend en compte ce que je viens de dire, c'est la dimension du langage. La connaissance va se développer en rejetant la dimension du langage. Et la psychanalyse va apparaître à un certain moment. Pourquoi ? Parce que ce rejet du langage est tellement étouffant pour l'être parlant, de par le discours scientifique qui se développe, scientifique qui a fait des petits, on pourrait dire le discours du maître, des discours universitaires, notamment. Hein. C'est tellement étouffant qu'il faudra un poumon artificiel, c'est l'image de Lacan, il faudra un poumon artificiel pour que la vie continue à pouvoir être vécue. Sans qu'on sache bien ce que c'est que la vie, bien sûr. Parce que la vie, c'est aussi quelque chose d'insaisissable. Alors, je vous disais tout à l'heure, finalement, quand je parle, quand je chante, c'est plus évident quand je chante, mais celui qui entend, celui qui est en position de récepteur, entend quelque chose que je ne peux pas entendre. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que je ne peux pas être à la fois celui qui parle, celui qui émet, et être le récepteur. Il y a quelque chose qui n'est pas possible. Hein? Ce qui a fait dire à Lacan, justement, qui rapproche de cette dimension de la signifiance, l'émetteur reçoit du récepteur son propre message sous forme inversée. C'est très énigmatique. Hein? Très énigmatique. Mais c'est quelque chose quand même qui est lié à ce qui échappe au sens. On peut au moins dire ça, c'est pas quelque chose qui renvoie à la dimension du sens. La question, une des questions donc, qui nous intéresse, c'est celle de savoir ce que tout ça peut donner lorsque la voix de l'autre, je l'entends, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui fait que je peux entendre quelque chose qui ne relève pas du sonore, de l'acoustique, du son. C'est-à-dire que même s'il y a le sonore, c'est en fait autre chose qui est transmis. Pour dire les choses plus simplement, lorsque, par exemple, j'écoute ou j'entends quelqu'un parler, par exemple Lacan faisant son séminaire, qu'est-ce que j'entends de la voix qui est portée par le sujet Lacan?
Parce que c'est ça la question. De même, quand quelqu'un chante, qu'est-ce que j'entends dans la voix que lui n'entend pas, j'insiste bien. Lui, il est articulé à ce qui se passe au niveau de son corps, notamment. Ça se passe plus ou moins facilement. Et de telle façon que je dirais qu'il s'y retrouve dans ce qu'il habite à ce moment-là. C'est compliqué, on peut parler de sensations, c'est plus élaboré que ça, mais c'est sûr qu'il faut qu'il soit présent au niveau de l'instrument qu'il est en quelque sorte à ce moment-là, hein, comme l'instrument dont il joue. L'instrument qu'il joue, on pourrait dire. Eh bien, ça permet d'avancer que le fait de parler, et j'ajouterai, le fait de chanter, conduit au fait d'entendre quelque chose que l'on peut appeler quelque chose qui relève de la jouissance, et là c'est pas le plaisir, hein, c'est beaucoup plus élaboré, hein, jouissance en 2 mots, et ce quelque chose qui relève de la jouissance dépasse les mots, n'est pas lié aux mots, et n'est pas lié, on pourrait pratiquement dire, ça c'est une question, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, j'allais dire à la musique qui porte les mots. C'est pas si sûr que ça, parce que la musique qui porte les mots, finalement, par le biais des voyelles, et non pas des syllabes, par le biais des voyelles, va transmettre quelque chose, on en a déjà parlé, quelque chose notamment du brillant de la voix, c'est-à-dire du timbre, de la rondeur de la voix, quelque chose de particulier, qui s'obtient par un travail au niveau du corps, même pas seulement, il y a autre chose. C'est un peu comme si tout ce qui intervenait à ce moment-là, le corps, donc le corps avec tout ce qui relève du système de l'air et de la respiration, tout ce qu'il en est d'une façon ou d'une autre, on pourrait dire comme ça, d'une certaine aptitude, mais qui renvoie à quoi? Qui renvoie au rapport au langage de celui qui chante, de toute façon, quelque chose qui a à voir avec le symbolique. Hein. Et puis autre chose ferait que, vous voyez, on serait en quelque sorte au niveau de 3 éléments qui se réuniraient. Et évidemment, on ne peut pas ne pas penser à la création d'une tresse qui arriverait à former quelque chose qui serait ce. Alors quoi? Bien sûr que c'est du son, mais il y a quelque chose de plus. Cet ornement, ce quelque chose de particulier, qui n'est pas forcément quelque chose d'assez préparé pour apprêter sur des vocalises, comme ça pouvait être au début dans l'opéra. Mais, puisqu'on parlait du drame, quelque chose qui puisse transmettre, évidemment, au-delà de ce qui est dit, hein, quelque chose qui fasse entendre cette dimension signifiant, insaisissable, qui pourrait tout à fait convenir pour en même temps transmettre, c'est-à-dire faire entendre cette question du drame, de la voix dramatique qui apparaît notamment au XIXe et notamment à la deuxième partie du XIXe siècle. Bien sûr que c'était déjà là avant, plus ou moins préparé. On retrouve ça évidemment avec Mozart, avec Beethoven. Je parlais de Weber tout à l'heure, de Wagner, bien sûr. On peut aussi trouver ça avec Rossini, même s'il y a aussi autre chose. Et puis bien sûr Verdi et Puccini. Enfin, pour un peu situer les choses, en France on a le meilleur maire. Il y a comme ça un certain nombre de créateurs d'opéra qui peuvent être convoqués en quelque sorte, hein, de ce côté-là. Il en résulte donc que tout cela fait que il est possible effectivement
de prendre en compte ces données de telle façon que, vous voyez, ça ne va pas de soi cette affaire-là. Ça ne va pas de soi de transmettre quelque chose qui dépasse la musique. Hein? Et il va y avoir, alors bien sûr, Wagner va beaucoup l'utiliser, la question des leitmotifs, hein, mais aussi d'autres. Hein. Si vous écoutez des opéras, souvent vous allez entendre quasiment l'aria qui est déjà présentée par l'orchestre, à la flûte ou au hautbois ou au basson, etc. Il y a quelque chose qui peut apparaître comme ça, hein, à plusieurs reprises, donc il y a comme ça quelque chose qui dépasse d'ailleurs la présentification de tel ou tel personnage, comme avec Wagner. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui apparaît, et ce quelque chose qui apparaît, bien sûr, eh ben, il ne peut pas s'enseigner. Voilà. Ce n'est pas du discours universitaire, ce n'est pas du discours du maître, c'est autre chose, et s'il y en a une une voix, mais aussi une unique qui a pu le transmettre, c'est Maria Callas. Un jour, je pense que j'en parlerai de façon un peu plus détaillée. Il y avait quelque chose dans sa voix de particulier et qui dépassait tout ce qu'on pourrait dire et qui s'entendait, quelque chose de particulier. Donc vous voyez que insignifiant présente un sujet pour insignifiant, c'est pas quelque chose qui se comprend, hein. Mais quand même, c'est en quelque sorte de ça dont on parle. C'est de ça dont on parle, et c'est pas une opération intellectuelle. C'est une opération signifiante, hein, et on pourrait dire que dans ce tonneau de la signifiance peut couler parfois, hein, c'est une image de Lacan, à plein boc, hein, le flot. Le flot de la signifiance. Hein, c'est ça un peu qui peut se passer. À certains moments, je crois que c'est ces moments-là particuliers qui sont tout à fait importants quand ils surviennent, mais ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde. C'est au un par un, puisque chacun pourra entendre quelque chose. Et le un par un, ça nous amène, bien sûr, en regard du discours analytique, à ce qui est en jeu, dans ce un par un, plus exactement dans ce une par une, qui est la dimension de la jouissance féminine. La jouissance sexuelle a d'un côté, j'appelle le sexuel, et Freud est resté en retrait par rapport à ça, on a déjà beaucoup développé ça. Freud ne considère que la jouissance, ou ce qu'il appelle la sexualité, hein, c'est que le sexuel, vu du côté homme, du côté du tout homme, c'est pour ça qu'il est resté sur une question, c'est agenouillé, on pourrait dire, devant une question, que veut la femme, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu aller au-delà, c'est déjà pas mal, ce qu'il nous a transmis, c'est même énorme, mais c'est tout le mérite de Lacan d'avoir repris dans le séminaire encore, notamment, cette question, il le dit dans ce séminaire, où il pose la question et il répond au fait que s'il y a la jouissance dite phallique, qui est celle du tout homme, pour dire les choses simplement, en termes de discours, c'est celle qui est liée au mot, au sens, c'est ce dans quoi habituellement on navigue comme on peut, hein, c'est-à-dire que le sens c'est quoi? C'est le sens sexuel, de toute façon ça renvoie toujours à ça. Le problème c'est que la découverte du discours analytique, c'est qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Donc le sens sexuel vient recouvrir quelque chose qui n'est pas tout dans cette jouissance phallique et cette dimension du pas tout, ce qui ne peut pas être tout, c'est cette jouissance supplémentaire qui est au un par un, c'est du féminin, à ceci près que, bien sûr, je ne parle pas du tout, quand je parle masculin et féminin, je ne parle pas de la répartition génétique, c'est-à-dire, on va dire, de l'état civil. C'est pas lié au caractère sexuel, qu'il soit primaire, secondaire ou tertiaire, tel qu'à la fin du 19e, ils ont été présentifiés. C'est d'autres choses dont on parle du sexuel,
Je me réfère à Lacan et je me réfère à la dimension du langage et à ces deux types de jouissance et au fait qu'effectivement, c'est pour autant que l'être parlant, chacun d'entre nous, parce qu'il le peut, il a le choix d'être d'un côté dans la fonction phallique, c'est-à-dire du côté sexuel homme, mais d'être aussi pas tout dans la jouissance phallique, c'est-à-dire d'être du côté de la jouissance féminine. Et c'est de ce côté-là, de cette jouissance supplémentaire, que se pose la question d'entendre ce qui fait dire que, ce qui permet d'avancer que c'est la dimension du féminin qui est la plus proche de quoi? De ce dont nous sommes radicalement séparés, qui est cette dimension que Lacan a notée du grand A barré, du grand autre. Nous en sommes radicalement séparés, et pourtant, le savoir, il est dans l'autre. Et c'est un savoir qui est lié à la dimension du signifiant. Voilà un peu ce que je voulais apporter là aujourd'hui par rapport à cette question qui ne va pas de soi du tout. C'est-à-dire que c'est en quelque sorte ce qu'on touche du doigt, ce qui peut pousser en direction de quoi? On va dire la pulsion arrogante, mais c'est pas simple. Hein. Ce qui peut pousser à essayer de trouver quelque chose dans ce corps qui n'est pas le corps anatomique, même si on passe par le corps anatomique pour fabriquer les sons, et qui émet quelque chose. C'est une question qu'on va laisser en suspens, je vais m'arrêter là-dessus, qui émet quelque chose qui n'est pas sans mettre en direction du réel, bien sûr, du réel de la structure, c'est-à-dire de quelque chose qui s'entend, pas quelque chose qui se pense et qui se comprend, de quelque chose qui peut s'entendre, mais surtout qui n'a pas d'être. C'est pas quelque chose qui, en tant que tel, peut être, je dirais, gardé en quelque sorte.